L'édito d'Albrecht Sontag, professeur à l'ESCAL, l'école de management, pour sa dernière chronique de l'année. Albrecht, vous nous dévoilez le nom du vainqueur d'un concours non existant, celui de l'idéologie de l'année. And the winner is... Le vainqueur est, et cela me peine de le dire, le nationalisme. Bonjour Simon, bonjour à tous pour cette dernière chronique de l'année. N'applaudissez pas, le vainqueur ne le mérite pas. Mais il est indéniable qu'aucune autre idée n'a laissé une empreinte plus forte sur l'année écoulée. Et la journée d'aujourd'hui, avec ces élections régionales étranges en Catalogne où deux nationalismes s'opposent, en est le couronnement emblématique. Partout où il y a eu des élections en 2017, le nationalisme a imposé sa grille de lecture sur les thèmes principaux du débat politique. Certaines démocraties s'en sont mieux sorties que d'autres, mais même aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, ses principes et son vocabulaire ont dominé la pensée de l'électorat et des acteurs politiques jusqu'à imprégner, parfois de manière inconsciente ou subliminale, le discours de ses adversaires les plus sincères. En France, Emmanuel Macron a réussi son pari de battre le nationalisme avec un programme radicalement opposé, peut-être parce qu'il a eu le courage de ne pas seulement renier ou fustiger le nationalisme, mais de lui opposer une contre-proposition positive et optimiste. Mais n'oublions pas qu'il a été grandement aidé par le mode de scrutin. D'autres, en Europe ou ailleurs, ont été moins chanceux, mais je ne vais pas passer mon petit édito à vous faire la liste de tous ces endroits sur la planète où le nationalisme sciemment déclenché ou orchestré permet aux gouvernants de justifier à peu près tout. Il faut bien reconnaître, comme l'a fait le grand philosophe anglophone Isaiah Berlin il y a près de 50 ans, que le nationalisme est peut-être la doctrine la plus puissante de l'histoire de l'humanité, un genre de religion qui séduit même les non-croyants. Une idée qui s'impose avec une telle force qu'elle devienne la normalité. Qu'est-ce qui explique alors le succès universel du nationalisme ? Qu'est-ce qui fait qu'il exerce une telle emprise sur les citoyens ? C'est de grandes questions pour un petit édito de 3-4 minutes. Je vais répondre en faisant à nouveau appel à Isaiah Berlin, qui mériterait qu'on le redécouvre, ou découvre tout court, dans le monde francophone. Dans une interview fleuve parue en 1992 dans la New York Review of Books, 3 ans avant sa mort, il tire en quelque sorte le bilan d'une longue vie à la fois de chercheur érudit et de citoyen européen ballotté par les vents de l'histoire d'un siècle chaotique. Il avoue sa consternation devant la puissance du phénomène. Pour lui, la plus grande énigme est le nationalisme de type non agressif, qui naît simplement du désir collectif d'être différent. Qui plus est, toujours selon Isaiah Berlin, les grands groupes sociaux semblent être condamnés à se sentir tôt ou tard lésés, injustement désavantagés, humiliés même par un autre groupe. Et ce, quelle que soit leur situation objective. On dirait que la perception d'humiliation par autrui, même imaginaire, est un mécanisme psychosocial universel, quasi inéluctable. Si encore, poursuit-il, les gens se révoltaient uniquement contre des régimes totalitaires qui leur sont imposés de force par un groupe extérieur, mais non, il est écrit, conclut-il, qu'ils se soulèveront tout autant contre l'étreinte d'un système bienveillant, bien intentionné. Vous ne serez pas surpris que ce qui se passe aujourd'hui même en Catalogne, ce qui s'est passé en Corse il y a quelques jours, ce qui se passe dans l'Angleterre du Brexit et ce qui se passe en Europe centrale, et même dans les démocraties stables du nord de l'Europe ou en Allemagne, c'est ça qui m'a fait monter au grenier, retrouver ce texte bien rangé depuis un quart de siècle dans un classeur d'archives. Vous auriez peut-être mieux fait quand même de vous abstenir, car ce bilan, même un quart de siècle après sa parution, entend le dire, il ne donne pas franchement la pêche en cette fin d'année, Albrecht. Vous n'avez pas tort, Simon. Alors, pour ne pas sombrer dans le fatalisme, essayons de conclure sur une note plus positive. D'abord, après cette relecture un peu déprimante, il est vrai, on peut aussi se poser la question où, si ce n'est en Europe. Au sein même de ce laboratoire exploratoire du vivre ensemble, on pourrait trouver une raison d'espérer que le genre humain s'émancipera un jour de ces mécanismes implacables que décrit Isaiah Berlin. Et puis, pour 2018, on peut aussi, tout modestement, prendre la bonne résolution de commencer la nouvelle année avec un édito un peu plus léger. C'est une très bonne résolution et plein de bonnes résolutions pour l'Union européenne pour cette année 2018 qui s'ouvrira. Un grand merci Albrecht, bonnes vacances, on se retrouve en 2018. À l'année prochaine. À l'année prochaine.